Documentation directe, pas besoin d'aller se promener sur le web, c'est là, c'est à portée de main, dans votre interpréteur, pour aller voir de quoi on parle. Alors déjà, là, on peut voir que c'est une instance d'une méthode. Base class, je lis les trucs, mais on ne s'amuse pas à lire ça tout le temps. Là. Juste de même, on se dit, OK, c'est la classe de base de âge. OK, ça va être une instance méthode. Tu dis, ouais, ça ressemble à son type, l'idée de type classe. Le namespace interactive, ça c'est parce que je suis dans le contexte de ma console interactive. Le fichier qui est exécuté, je suis dans le contexte là, puis c'est tout. Ça, docstring, no docstring, c'est mal. Généralement, quand on code, justement, vu qu'on sait que tout le monde veut introspecter nos choses, on va s'amuser à faire des docstrings. Les docstrings, on les code tout simplement en mettant triple quote, la documentation, triple quote. Bien sûr, ça peut être multiligne, OK? Et le PEP8 va vous donner des conventions en expliquant que la première ligne devrait être un résumé, le reste du contenu devrait être comme ça. Ça pour dire que si je fais par exemple une fonction, je déclare une fonction que j'appelle fonction, tout bêtement, et là j'enchaîne avec le docstring, je vais marquer super documentation, j'aime Python, whatever, voilà, et je ferme les quotes ici. Là, la fonction existe, elle flotte dans mon interpréteur, je viens de la déclarer. Maintenant, je pourrais l'utiliser, elle ne fait rien. Bon, c'est un peu nul comme ça. Mais ce que je peux vous montrer, c'est que je peux interroger le nom fonction et on voit ici que j'ai mon docstring qui apparaît. Donc, documenter ce que vous faites, c'est vraiment pas compliqué. Vous mettez les docstrings sous classe pour la classe et sous les fonctions pour vos fonctions. Alors, des fois, on fait des trucs, des fois, on n'est pas tout le temps fiers. Là. Vous pouvez l'expliquer là. En plus des commentaires que vous allez mettre, là. Ouais, bon. Mais même quand vous êtes fiers, là, vous pouvez le dire. Vous voyez, c'est un truc. Vous pouvez expliquer, évidemment, comme dans n'importe quelle documentation, qu'est-ce que vous attendez à avoir comme paramètre, quel genre de traitement doit faire la fonction. OK. Donc, quand je vous parlais d'objet et namespace, l'idée de namespace, vous comprenez que les noms dont je vous ai parlé, ils vivent dans un contexte. Le nom âge était dans le contexte de ma variable Devin. Puis ça sera la même chose quand on fera nos imports de modules. On va apporter des modules. Fait que si vous avez, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a défini une classe date d'un bar, quelqu'un qui a défini une classe date dans un autre module, vous les importez, en théorie, il ne devrait pas avoir de clash de nom parce qu'ils sont importés dans un certain contexte. Puis s'il y a un clash de nom, on va s'arranger pour les désambiguiser. Voilà. Wow. Autre chose qui est intéressant, bon, ça c'est comme dans d'autres langages, c'est que vous pouvez chaîner les namespaces. OK? Par exemple, si je reprends mon petit bonhomme Devin tout à l'heure, qui n'est rien d'autre qu'une instance de je ne sais pas quoi, si je vais dans âge, qui est une méthode, comme je vous dis, tout est objet. Fait que l'âge, c'est une instance d'une méthode. Il y a peut-être des choses à faire avec une méthode, en sens général. Puis là, on voit qu'il y a un paquet d'autres choses derrière. Fait que je pourrais appeler ici doc, le doc de âge. On voit qu'il n'y a rien. Bon, on l'a vu tout à l'heure, j'avais rien déclaré dans ma fonction. Donc, doc ici, c'est l'endroit où est stocké. C'est un attribut où on stocke le docstring. De manière générale, quand on voit les doubles underscores partout, c'est des attributs ou des noms, en tout cas, parce que ça peut être soit des méthodes ou soit des attributs, des noms système. Ça veut dire que Python va offrir des services par-dessus ça. OK? Fait que amusez-vous pas à tout. Par exemple, si on veut tester, c'est quoi ta classe, toi, déjà? Ça devrait être stocké là, j'imagine. C'est quoi ta documentation? Ça devrait être là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Init, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Bon. Alors, on continue. J'ai perdu mon spam. Je vais essayer de le remettre correctement. Je gesticule trop. Alors, l'introspection. Je viens de vous montrer rapidement dans le contexte de IPython. Ce qu'on peut faire pour être juste, parce que vous ne l'avez pas tous nécessairement sur votre poste, on va lancer tout simplement dans, je retourne, bon, je m'en fous un peu en fait. Voilà, je lance Python. Bon, si je crée une variable, je vais créer une liste, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec une liste. Ma liste 1, 2, 3. OK? Ici, j'aurais fait .tab dans mon IPython, mais là, je ne l'ai pas. Je peux voir, c'est qu'est-ce que ça fait, mais bon, il me fait un tab. C'est pas cool. Puis si je fais .enter, il va me dire, minute, c'est pas correct ta syntaxe, là. C'est comme si j'appelais quelque chose derrière, un nom derrière, mais je n'y donne pas. Par contre, il y a des fonctions built-in qui me permettent
d'aller voir les noms qui sont derrière. Vous voyez que c'est un petit peu moins sexy que dans mon IPython. Il y a peut-être moyen de passer des paramètres à dire pour formater ça de façon un peu plus sexy. Je vous laisse explorer ça ou sinon installer IPython. Mais ce qu'on peut voir ici, on a un certain nombre de noms. J'insiste, je reviens tout le temps là-dessus, mais parce que c'est soit des attributs ou soit des méthodes. Fait qu'on peut peut-être exécuter un certain nombre de choses là-dedans. De noms sur une liste. Fait que là, déjà, on peut remover quelque chose dans une liste. Ah, c'est cool. On peut popper quelque chose, on peut insérer quelque chose, on peut étendre une liste. Fait que déjà, juste à lire les noms, ça nous donne des idées. Vous voulez savoir exactement de quoi on parle? Si on fait reverse la liste, par exemple, mettons qu'on est un petit peu, j'allais dire chicken, mais que je ne sais pas comment traduire ça de façon correcte, mais disons qu'on est un peu frileux, puis on ne veut pas faire un reverse tout de suite, là, ou on ne veut pas l'exécuter, on n'est pas sûr de ce qui va se passer. Alors, ce qu'on peut faire, c'est passer la commande help alentour, puis dire de quoi on parle. Là, je lui passe le nom. Je veux de l'aide sur reverse, qui est un nom qui vit dans le contexte de L. OK? On se suit tous sur l'idée là-dedans? Alors, il va me dire, reverse, tu vois, là, c'est une aide un peu plus synthétique. Je pense qu'il y a diverses façons où l'aide est stockée. Là, on ne sait pas exactement la même chose, je pense qu'on verrait dans IPython. Mais en gros, il voit comment l'appeler, puis ça reverse in place. Puis là, ils le mettent en gros, fait que ça doit avoir un sens. Fait que là, c'est le genre de choses que vous pouvez explorer. On peut le faire ensemble pour le fun. On appuie sur Q pour sortir de l'aide. Puis là, on va faire reverse. Là, je sais que si je mets mes parenthèses, j'exécute le truc. Input, output. Bon, là, je n'ai pas d'output, fait que je vais le stocker dans un truc. L reverse. OK. Comment? Il ne retourne pas la liste. Tu l'as changé in place. Ouais, je l'ai changé in place, mais. Ouais, mais d'abord, je devrais avoir. Non, mais retourne none tout le temps. Ce que tu penses, c'est la fonction globale reverse à laquelle tu peux passer une liste. OK. Fait reverse, parenthèse, L, parenthèse. OK, mais ça, c'est une built-in function. Ouais. Là, j'appelle une fonction qui, elle, flotte dans le langage Python, puis là, je reverse une liste. Reverse avec un D. Reversed. Bon, tu vois, moi ça. OK, puis là, j'aurais pu stocker l'output pour le faire un print du truc, ou carrément faire un print, puis d'avoir quelque chose de... OK, whatever. Ce que je veux vous dire, c'est que, bon, d'une part, je préfère IPython, mais, déjà, la documentation est plus complète, mais au moins, on voit déjà les noms, puis on est capable de faire help. Donc, c'est l'équivalent de ce que j'avais écrit ici, avec le tab pour voir les noms ici, puis le point d'interrogation pour voir l'aide là-dessus. OK, bon, justement, je voulais enchaîner avec un certain nombre de fonctions built-in. Si vous dites, ouais, mais qu'est-ce que je peux appeler directement, un peu comme on vient de le faire avec reverse, que je ne connaissais pas, comme vous pouvez le voir. Vous avez ça ici dans la documentation Python. Vous allez donc dans Library Reference, et dans les premiers trucs, ici, on a built-in function. Puis vous voyez un certain nombre de fonctions qui sont là. Bon, il n'y en a pas 150 000. On a déjà vu dire ensemble. On a vu help. Puis il faudrait voir tout le reste. On vient de voir reversed. Et puis, voilà. Ce que je veux juste attirer votre attention, il y a un certain nombre de ces fonctions qui sont en fait des générateurs de types, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais qui permettent d'initialiser les types. Par exemple, quand je vous ai fait des booléens tout à l'heure, bon, je retourne dans IPython, mais mettons, j'ai dit bool égale true. Là, j'ai assigné une des valeurs possibles de booléen, mais je pourrais l'initialiser en faisant, je ne sais pas moi, B2 est égal à bool. OK? Puis là, il y a une autre fonction qui peut vérifier le type. C'est quel est le type de B2? Elle va dire B2 est de type bool. OK? Donc ça, c'est les types de base. Ce que je veux juste vous montrer, c'est qu'il existe donc des fonctions qui permettent de générer des types pour les variables. Ça peut être intéressant quand vous faites un type, par exemple, quand vous voulez comparer un type, et aussi pour du transtypage. On a vu que nos entiers puis nos floats, bon, si vous avez des entiers, vous avez besoin de mettre des floats, bien, vous pouvez utiliser ces fonctions-là pour faire du transtypage. OK? Alors, c'est dans Built-in Function, c'est 2 clics dans la documentation. OK? On continue avec notre plan.
On a parlé de type, ça retourne le type de l'objet. Dire, help, on a parlé. Callable, ça c'est pour voir si effectivement le nom dont on parle, c'est un exécutable, c'est-à-dire si je mets des parenthèses, il va se passer quelque chose. IsInstance, vous pouvez passer un objet et vérifier son type ou sa classe, si effectivement il appartient bien à cette classe-là. Et comme je vous disais ici, etc., les bool, int, string, etc., c'est pour initialiser des variables. Si vous ne voulez pas mettre, par exemple, 0 pour initialiser un entier, vous pouvez faire int. Et pour faire le transtypage aussi. Voilà. Des petites structures d'itération. Il existe dans le langage des while aussi, tout ça, mais bon, généralement, le for fait très bien l'affaire. Je vous laisse explorer toutes les structures plus loin, mais si vous voulez tout de suite boucler à travers des listes, vous faites for, vous mettez un nom de variable qui est pour chaque item, quand on itère, il stocke cette variable-là et vous pouvez faire des choses là-dessus. Par exemple, si on essaie de faire des trucs un peu plus... je sais plus, je dois bien avoir un devin qui traîne quelque part. Ouais, mais là, c'est une instance de... OK, mettons que je prends le nom est égal à Baragiotan et j'ai le prénom qui est égal à devin. Là, je travaille avec deux strings. Qu'est-ce que je peux faire avec des noms? Je tape là-dessus, je vois tout ce que je peux faire. Là, ça commence à être intéressant. C'est tout ce que je peux faire sur des strings. Il y en a tellement, en fait, que je peux faire même more. On peut splitter les strings, on peut faire des left strip, donc enlever un certain nombre de caractères. On peut fusionner des strings ensemble. On peut tester si le string se termine avec un caractère ou débute avec un caractère. Son petit frère, c'est start with, qui on ne voit pas là parce qu'il est plus loin. Si je fais enter, je devrais finir par le voir, etc. Donc, vous voulez savoir quoi faire? Vous regardez ce qu'il y a dans ce qui existe en fait comme nom derrière accéder. Évidemment, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez chercher sur le web, là, mais bon, déjà on voit un hopper, ça pourrait ressembler à convertir une chaîne de caractères en majuscules. Bien, on va aller tester notre hypothèse. Hopper. Si je mets pas les parenthèses, qu'est-ce qui se passe? Il va me dire, ben voici, je t'imprime le nom, un certain nombre d'informations sur ce nom-là. Là, tu vas dire, c'est nul, ça ne fonctionne pas. Ben non, mais c'est parce que c'est un callable. D'ailleurs, on pourrait tester. Est-ce que c'est callable? Callable, non, upper. Oui. Ah, bon, ben d'abord, je vais le caller. Non, upper, parenthèse, parenthèse. Puis là, il me retourne la chaîne. Mais si on regarde, la variable elle-même est restée telle qu'elle. Fait que ça, c'est le genre de chose de in place ou non. C'est-à-dire, est-ce que j'affecte le contenu de la variable ou je te retourne une transformation de cette variable-là? Lisez la doc, vous voyez, expérimentez mieux que moi je l'ai fait avec la liste tout à l'heure avec les reverse, mais ça devrait être assez limpide. Donc, là, qu'est-ce que je viens de vous montrer? Que je suis capable de faire un peu sur une chaîne. Maintenant, si je stocke, par exemple, dans une liste, mon nom et mon prénom, puis je veux itérer dessus, alors je fais pour i ou n'importe quel nom de variable, i dans ma liste L. Pour être plus pédagogique, j'ai remarqué fort item in list au complet. Bon, on se comprend. Et là, qu'est-ce que je fais avec? Bien, je peux dire print i.upper. OK? Pour chacun des items de ma liste, c'est-à-dire les deux variables que j'ai mis, il me retourne ça en upper pour on the fly. OK, ça va super bien. On va continuer. Conditionnel, la structure, juste vous montrer la syntaxe. If, elif, else. C'est bon? Des questions? Ce qui est à noter, encore une fois, il n'y a pas de brackets. Ah, on sauve des lignes hein, comme ça, avec des trucs, des riens, puis des parenthèses dans les conditions de... Ce qui... Hein? Ah ouais, des brackets qui même. Il me semble que c'est un peu trop tout nu. Mais il y a les and aussi. Vous voyez que dans l'exemple, j'ai marqué ici, if 5 est dans la liste, print tel truc. Bon, je ne l'exécuterai pas là, mais... qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez que j'utilise le in ici, un peu comme dans la structure for. Fait que là, c'est carrément de tester si 5 est inclus dans la liste. Ah, OK, je le teste. OK? Si je crée une liste avec les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, faisons-le correctement. Puis je dis if 5 in list, ben print, je sais pas moi, Oura, hein? Parce qu'on va être content. Ben ça imprime Oura. Mais c'est cool, ça, de tester l'inclusion de même. Là. Je ne peux pas appeler un espèce de truc méthode, isMember ou de truc complexe. Là. Je teste comme ça, puis ce que 5 est dedans. Ça, c'est le fun. En syntaxiquement, c'est agréable. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça?
Oui, les AND et les OR, bon, ben, comme vous l'imaginez, hein, if, on peut s'amuser à mettre des if true and false. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? On prenne-tu au rat ou on prenne pas au rat? Hein? La belle petite logique, ça. Ouais, il se passe rien. Puis là, si on met un OR, ça passe-tu ou ça passe pas? Hein? Bon. Fait que tout le monde s'est frotté un peu à ça. Le seul truc, c'est que voilà, la syntaxe est toute simple. Puis, OK? Avec les trous, les OR. Évidemment, quand vous avez toutes sortes d'enchaînements de AND, de OR, c'est comme dans tous les langages. Après, c'est quelques précédences, puis tout ça. Là, effectivement, vous pouvez vous aider de parenthèses pour structurer un peu le tout, pour savoir faire des groupes là-dedans. OK? Bien, c'est ce que je voulais vous dire au niveau du langage lui-même. On n'est pas si mal, je pense, dans les temps. Là, c'est un peu embêtant parce qu'on est toujours juste dans l'interpréteur. Là, on se dit, ouais, mais tu sais, moi, dans la vie, je ne veux pas juste mettre des A égale trou, là, je veux coder des vraies choses. Pas de problème, on va faire des scripts. Alors, je vous montre la structure d'un script. Là, je tombe dans les sources. Les sources sont accessibles à l'URL qui est là. Vous avez un fichier qui s'appelle atelier.zip qui ressemble furieusement à celui qui est ici devant vous. Là-dedans, il y a un truc qui s'appelle code. Et dans code, il y a un truc qui s'appelle script. Voilà. Alors, on va regarder ensemble en détail à quoi peut ressembler un script Python. Ça ici, c'est ce qu'on appelle, je crois même les deux, des shebangs. On s'en fout du nom. La première ligne, ça veut dire que quand vous lancez, vous appelez, mettons, en ligne de commande Python avec le script, c'est pour désambiguiser, ça fait 2 fois ce soir, désambiguiser au niveau du système, c'est quel est le programme qui doit exécuter ce script-là. Vous pourriez même spécifier la version de Python. Si vous utilisez plusieurs versions de Python sur votre système, ça veut dire, bon, ben ça, ici, c'est du Python 3. Un truc. Donc, vous attendez, effectivement, vu que ce n'est pas la même chose que les Unicode soient gérés par défaut, etc. Donc là, vous pouvez le spécifier. Bon, si vous avez juste une version de Python sur vos trucs, c'est généralement facultatif. Ça l'est un peu moins pour nous francophones, parce que souvent, on va pouvoir commenter des trucs... je sais plus, j'essaie de trouver quelque chose avec des accents. Mais on veut pouvoir mettre des accents dont des puristes vous diraient non, il ne faut pas faire ça. Mais pour pouvoir mettre des accents dans le script lui-même, il faut spécifier l'encodage. Ici, il y a un autre PEP qui parle de ça. Il y a une façon plus simple que j'ai découvert il y a quelques semaines de l'écrire. C'est juste coding UTF-8, par exemple. OK? Ça, c'est le Emac style. Donc, voilà. Donc, vous mettez ça, ça marche. Fait que si vous n'avez rien, c'est correct, vous avez un script Python, là. Ne mettez pas de caractère dedans, puis quand vous lancez l'exécution, ben ça devrait bien aller. Le système devrait comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais si vous voulez spécifier, vous utilisez Shebang. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce fichier-là? Ben pas grand-chose. Ça, c'est mon commentaire. Je peux l'enlever. Il y a ici... Bon, vous voyez que c'est pas très PEP8 mon affaire, dans le sens où j'ai un retour à la ligne ici, puis j'avais mis des longs trucs, là. Si je supprime ça un peu, ça devrait recommencer à ressembler à du PEP8, là. Peu importe, pour tout de suite. En gros, qu'est-ce qui se passe? J'ai défini une fonction. Bon, je vous ai montré rapidement on the fly comment faire fonction. C'est pas compliqué, def pour définir. Vous mettez le nom de la fonction, parenthèse, les paramètres qui peuvent être plusieurs. Et ensuite de ça, le traitement. Ici, j'en ai pas beaucoup. Je fais juste retourner la ligne. Une certaine ligne. Concaténer, un opérateur de concaténation. On a déjà vu ça dans du JavaScript, vous voyez ça dans d'autres trucs. Rien de bien. Et voilà. Je sais pas, je ne l'ai pas mis dans mon plan, mais il y a des façons de faire pour plus élégantes pour substituer les trucs. J'aurais pu marquer, par exemple, coucou avec un espèce de placeholder ici. Hein, j'y donne le type. Puis coucou comme ça. Je vais le faire de même parce que ça, je trouve ça très, très laid. Et là, je mets pourcentage. Et là, ici, je me passe un tuple. On a vu à quoi ça sert. Bon. Alors, le langage s'attend à servir un tuple. Je ne sais pas si ça marcherait avec une liste. Puis, je lui donne le nom. Puis, on peut mettre... bon, vu qu'il y a juste un élément du tuple, je pourrais ne pas mettre de tuple du tout, juste passer la variable. Mais généralement, vu qu'un jour, peut-être, ça va changer, ça ne coûte pas grand-chose de préparer déjà un tuple pour si un jour, on décide de mettre, par exemple, le prénom de la personne tout de suite après, puis on captera le prénom, on le mettra ici derrière. OK? On se suit tous. Donc, ça, c'est une façon correcte, une façon élégante qu'on voit souvent en Python. Donc, c'est substituer donc le placeholder.
Il peut avoir un petit D ici pour digit si on s'attend à avoir un numéro. Ça aurait des contraintes là-dessus. Attention des fois au transtypage, c'est-à-dire si tu dis un digit puis tu lui passes un string, il va dire « Hey, minute, je m'attends à avoir un string. » Bon, les messages d'erreur sont assez explicites. Je pourrais le faire. Tiens, on va le faire capoter. Ben, je vais peut-être montrer un cas qui marche avant. OK, alors, vous comprenez que ma fonction coucou ne fait rien d'autre que prendre un nom et substitue à la chaîne de caractères Unicode. Ici, à l'emplacement prévu pour, il substitue le nom. D'ailleurs, on voit que le pourcentage veut dire ici substituer dans les trucs. C'est à peu près clair, cette substitution-là? Si c'est un peu du route chinois pour vous, utilisez les plus puis concaténer. OK? Ça va marcher. Là, ça, c'est la partie un petit peu plus extraterrestre. Généralement, on se le fait expliquer une fois puis ça devrait être assez clair. Ça ici, on va utiliser cette structure-là. Ça, c'est une constante, en quelque sorte, ou un nom système qui s'appelle name. Ça ici, là-dedans, c'est le nom du contexte d'exécution, en quelque sorte. Si vous lancez un script dans un interpréteur, la valeur, c'est main. Donc, tout ce qui suit se lit, si jamais ce script est exécuté dans le contexte d'un interpréteur, en gros, tu lances ton script on the fly, elle dit à ce moment-là, exécute-moi ces lignes-là. Tout ce qui est en haut, bien sûr, va être exécuté aussi. Hein? Parce que l'interpréteur part d'en haut, s'en va en bas, il exécute tout ce qu'il voit. Bien là, c'est une définition. Bien, il définit la fonction, il la met accessible dans le contexte. Et puis là, dépendamment, parce qu'évidemment, on ne fait pas toujours exécuter nos scripts dans un interpréteur. Des fois, on le verra tout à l'heure, on load l'information. Fait que si vous loadez la fonction coucou, si vous faites un import de coucou, à un moment donné, ça ne sera jamais exécuté. OK? Ça n'a rien à voir, là. Ça, c'est juste si on l'exécute dans le contexte de l'interpréteur. Généralement, vous allez voir ça, on va mettre des genres de petits tests ou des rapports, justement, en console pour dire, voir si tous les trucs fonctionnent comme il faut quand on lance le script. Bon, alors, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur les scripts. Donc, ça, c'est facultatif. Ça, c'est facultatif. Ça, c'est facultatif. Puis, ben, après, il faut juste mettre du code dedans. Ça s'exécute du haut en bas. Alors, on y va. Donc, ce que vous avez codé ici, vous avez juste à le mettre dans un fichier. Pour l'exécuter dans le contexte de IPython, je ne sais plus je suis où. IPython aussi vous donne des petits raccourcis, c'est agréable, qui sont proches du shell. PWD pour Print Working Directory. Je vois où je suis. Je dis parfait, ça marche. Je run script. Puis là, il exécute. Début du script, coucou Devin, fin du script. Tu dis comment qu'il y a eu Devin? Parce que ici, dans ma fonction coucou, ben, je dis rien. Je dis j'ai stocké Devin dans une variable. J'ai fait un certain nombre de prints à la console. J'ai passé la variable moi à la fonction coucou qui a été définie plus haut. Donc, c'est parfaitement légal de l'exécuter. Et voilà, ça a affiché coucou avec la substitution de chaîne. OK? On est tous convaincus de ça? Substitution de chaîne. D'ailleurs, là, maintenant, je peux faire capoter le truc. Puis là, on va voir que le message est quand même plutôt explicite. Failure! J'ai pas réussi. Deformat, a number is required. Not Unicode. Ah, ben, qu'est-ce que vous faites? C'est pas dur à déboguer, hein? Alors, on s'en va là, ben, on met un string ou... C'est aussi simple que ça. On recommence, c'est bingo. Voilà comment on code en Python. On code des trucs plus intelligents, évidemment, là, mais c'est ça l'idée. Donc, vous savez maintenant comment faire un script en Python. C'est pas magnifique, ça. Vous connaissez les types de base. Vous savez comment mettre les trucs dans un fichier. Vous savez faire donc des fonctions. Il y a des trucs, évidemment, qui sont à apprendre un peu plus. Il y a des beaux petits shortcuts qui sont donnés avec le langage. Par exemple, vous pouvez accepter ici n'importe quel type d'argument, puis que ça va être stocké dans une espèce de variable qui est une espèce de dictionnaire que vous pouvez tester si, je ne sais pas, ma var est dedans, et bon, etc. Ça, c'est des choses que vous regarderez un peu plus loin ou on pourra voir dans des trucs plus avancés. Mais sinon, pour ce qui est de la syntaxe, ben voilà, voici un script Python. OK? On continue avec notre plan de match. On devrait bientôt se rapprocher de la pause. Alors, si je regarde mon plan en détail, ah oui, ça c'est cool. Je vais vous montrer ça. All right. Compréhension de liste et slice. Là, dans les types, là, on peut faire des affaires vraiment sexy au niveau de la syntaxe. Je vais vous montrer, je vais créer une petite liste ici on the fly. La liste avec la chaîne de caractères 1, la chaîne de caractères dièse 2, chaîne de caractères 3, la chaîne de caractères dièse 4. OK? J'ai pas eu à mettre des espaces, là, c'est un peu ridicule. Bon, quand je prenne ça, c'est effectivement ce que j'ai. On sait qu'on peut itérer dessus. For i, in, l. Ouais, for i,
in L, print I. Bon, OK, ça, on l'a déjà vu 1000 fois. Maintenant, si on veut créer une liste à partir de cette liste-là, bien sûr, vous pourrez aller voir s'il existe des méthodes qui vous permettent de faire vos trucs, mais je vais vous montrer une façon simple de créer une deuxième liste. Mettons, ma liste va s'appeler liste 2, L2. Bien sûr, je pourrais créer une liste vierge. Je pourrais après faire un for i, puis mettre des conditions, puis si ça répond à la condition, prendre mon item, puis de le stocker dans l'autre. Tout ça, c'est parfait, c'est légal, ça marche. Mais on peut faire ça de façon bien plus sexy. Alors, c'est ce qu'on appelle les compréhensions de liste en Python. Donc là, je vais marquer pour l'item qui... l'item... ouais. For item in L, moi, liste originale. If, je retranscris en gros ce qui est là, mais sauf que j'ai marqué item, là. If l'item en question, c'est un peu n'importe quoi, là. Ah ouais, OK. Dans mon exemple, c'est L, c'est l'item. Bon, OK, on va se concentrer sur ce qu'on écrit en bas. Starts with. Alors, c'est une méthode, donc c'est appelable. Et là, si on n'est pas sûr, on check dans la doc, mais start with, il s'attend à avoir un caractère, ce qui est un peu logique. En gros, j'ai dit, ce que j'ai dit, pour chacun des items qui sont dans ma liste L, que j'ai créé ici, on la voit toute, je teste si l'item en question, pour chaque item, je teste si l'item commence avec dièse. OK? Et si c'est le cas, en gros, ce que ça veut dire, retourne-moi l'item dans ma liste, comme ça. Wow, là, c'est un peu... Fait qu'on voit quand même, on a les deux brackets qui étaient les structures quand on déclarait une liste. Ils sont là, là. Sauf que c'est un peu comme en mathématiques quand on définit un ensemble. Au lieu de l'énumérer, j'y donne la définition. Wow, c'est beau ça. Fait que je suis en train de te donner la définition pour construire cette liste-là, mais à partir d'une autre liste. Bon, ici j'utilise start with parce que je suis bien confiant que chacun de mes éléments vont être des strings. Mais si ce n'était pas des strings, il dirait minute, start with sur mon item, là, mais c'est pas ça du tout, là, ça marche pas. Là. OK? Mais ce que je veux vous montrer surtout, c'est cette syntaxe-là entre les brackets de donner la définition de construction de la liste. Ça fait des beaux petits one-liners élégants. D'ailleurs, j'exécute, puis je regarde L2. Wow! Ça, les admins système qui brassent beaucoup de fichiers là, avec des enregistrements ou n'importe qui, tu prends des données. Bon, là, je donnais des exemples où c'est que tu dis, ouais, pourquoi tu mets des entiers avec en string? Puis, ouais, ben, des fois, dans ta base de données, tu as ce que tu as. Hein? Puis là, on veut filtrer ce qu'il y a dedans ou au contraire, tu voudrais justement enlever les trucs, les restocker pour aller les sauver. Bon, l'accès aux bases de données, c'est un autre sujet. Mais on voit que là, on peut manipuler des données dans une liste pour créer une autre liste. Alors, c'était la compréhension de liste. L'idée de slice. Une slice, c'est une tranche. On a vu tout à l'heure sur un dictionnaire qu'on pouvait aller chercher avec la clé, trouver une valeur. C'est pareil sur une liste. Bon, je vous rappelle que L, c'est mes 4 strings qui sont là. Si je fais crochet 0, on sait qu'en informatique, ça commence toujours avec 0. L, alors ouvrant l'objet à l'index 0. Bon, la clique à l'index 0. Ça, c'est pas mal. Évidemment, si on met 1, il se déplace. Mais on peut faire des slices. Où est-ce que, je vous avoue, vu que je ne suis pas programmeur, des fois, je me perds, puis il faut savoir que les bornes sont quoi. En gros, c'est prends-en un à partir de la deuxième position ou vice-versa. Bon, c'est pas top là, comme démo. Là. Vous voudriez certainement que je sois plus rigoureux, mais vous comprendrez que c'est facile juste en explorant de voir qu'est-ce qui se passe. Et évidemment, il y a de la doc là-dessus. Sachez que la première position peut être facultative, comme ça. Donc, en gros, c'est donne-moi les deux positions à partir du 0. Ça, c'est équivalent à mettre 0, etc. On peut mettre des bornes négatives pour partir de la liste de la fin. Partir dans l'autre sens. Bon, ça existe. Si ça vous intéresse, explorer tout ça. Moi, j'en mange pas tous les jours, là, mais voilà. C'est quand même élégant pour accéder à un certain nombre d'enregistrements. OK. Là, je regarde. Ah, je me donne 5 minutes pour vous montrer comment faire un module. Les fonctions, on en a parlé. Je veux juste vous dire aussi que des fois, quand vous prototypez des trucs, il y a un mot-clé qui s'appelle pass, qui veut dire, whatever. Par exemple, vous pourriez marquer, un moment donné, je sais qu'il faudrait que je fasse une méthode âge là, dans ma classe, là, mais je ne sais tellement pas comment coder ça. Là, là tu marques pass. Alors, j'y reviendrai. OK? Fait que tu vois que quand tu expectes les noms, tu vois que âge est là, tu sais, mais bon, il n'est pas là. Fait que vous pourriez déjà commencer avec un docstring, puis en disant ici, je voudrais computer l'âge. Pass,
Pareil pour les classes, vous pouvez faire une classe qui s'appelle classe. Non, c'est nul. Classe personne encore peut-être. Je saute du coq à l'âne, on va y revenir, mais entre les parenthèses d'une classe, en fait, vous déclarez des classes de laquelle héritera votre classe. Je réexplique tout ça, c'est pas clair. Les classes en orienté objet peuvent hériter de classes. Par exemple, si vous trouvez super pertinent dans votre modélisation de dire que des personnes sont des mammifères, là, c'est parfaitement légal de le faire. Hein? Puis là, vous dites, je sais pas moi que mammifère, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre de particulier? Mettons qu'on dit qu'il y a 2 jambes. Ridicule. Mais ça peut dire que toutes les personnes vont avoir 2 jambes, mais vous ne voulez pas le mettre sur personne parce que, comment? Il y a du sang chaud, par exemple. Là, supposons qu'on fait une application en biologie, ce qui n'est pas ridicule, hein, finalement. On pourrait dire, ouais, qu'est-ce qui fait que la catégorisation du vivant? Qu'est-ce qui est la différence entre un oiseau? L'oiseau a-tu des ailes? Oui, mais le kiwi, il n'en a pas. Ah ouais, comment on fait? Bon, ça, c'est les problèmes de modélisation. Mais c'est intéressant, à un moment donné, d'hériter des classes. Quand on dit hériter, c'est-à-dire les attributs qui existent ici sont accessibles quand on instancie une personne. Bien, tout simplement, vous mettez la classe dont vous voulez hériter entre les parenthèses. Là, j'ai marqué object. C'est quoi ça? Object, là, c'est l'objet du bon Dieu en haut là, qui existe dans le monde Python. Ça veut dire qu'avec ça viennent toutes sortes de petits attributs de méthodes intéressantes pour manipuler des objets. Je vous fais une preuve. Où est-ce que je voulais vous montrer pass. Fait que je fais une classe pass. Puis là, on va dire, wow, qu'est-ce que j'ai derrière ma classe personne? Pas grand-chose. Là, on se dit, ouais, c'est nul. Je veux une classe quand même qui a des trucs un peu plus sexy. On va marquer object. Puis là, je fais pass pareil parce que je ne suis pas d'inspiration. Mais par contre, si j'introspecte dans mon interpréteur, j'ai un paquet de choses qui viennent parce que j'hérite de l'objet suprême en Python qui s'appelle object. On aurait pu dire, ouais, ça aurait été cool avec un O majuscule. Parce que vous aurez remarqué que les classes, par convention, on les met en camel case. Ça veut dire qu'on commence à majuscule. Fait que, mettons qu'on crée une classe personne humaine. Ou non, personne morale. Ouh! Attention! Attention! C'est pas la même chose. Personne morale, on va l'écrire comme ça. On ne va pas mettre underscore minuscule ni commencer à copier. C'est une convention. Bon. Tandis que les méthodes, elles, on va les mettre plutôt avec cette syntaxe-là, qui est en fait l'opposé de camel case, puis je ne sais plus comment ça s'appelle, il doit avoir un nom dans la littérature pour ça. OK? On continue. Donc, les fonctions, ben, on en a parlé. Mon ami Cyril vous dirait, quand vous faites une fonction, mettez un return. C'est parfaitement légal d'en mettre partout. Genre, if 5 return, hurrah, sinon return tel truc. Ce qui est plus clean, puis là, on pourra en débattre, c'est que vous faites tout votre traitement, puis quand vous avez fini votre traitement, vous retournez ce que vous avez à retourner avec une belle dernière petite ligne après. OK? Les classes, on en a parlé. Bon, c'est génial, on vient de sauter cette partie-là, ça avance vite. Les modules. Et ça va faire une belle transition avec ce qui va suivre après la pause, parce qu'après, notre robot Jabber, ça va être un module. Puis on va commencer à aller jouer dedans, on va aller regarder ce qu'il y a dans le ventre. Ce que je veux juste vous dire, c'est que, supposons que notre classe personne ici, on la trouve géniale, puis on se dit « Waouh, mais je risque de tellement en avoir besoin dans plein de projets, là. Je vais la mettre dans un module, puis j'aimerais ça l'importer dans plusieurs circonstances. » Pas de problème. Alors, vite, tout de suite, on va se faire un beau module Python. Je suis dans mon répertoire, peu importe, c'est là où j'exécute le code. On va se créer un truc qu'on va appeler... on peut faire des trucs un peu plus sexy. On va lâcher nos personnes 2 secondes. On va appeler ça, renommé LNH, Ligue nationale de hockey. All right. Là-dedans, on va se dire, ouais, là, je voudrais mettre un paquet de classes là, qui pourraient représenter, je sais pas moi, des équipes avec des joueurs, puis là, ce serait cool, puis je pourrais mettre des matchs, puis waouh, je pourrais me faire une super application, ou comme notre ami que j'ai pu parler au début, je dis, moi, c'est pareil dans ma ligue de tennis, on veut gérer les... Bon, OK, on part, on se fait du fun. Généralement, tout ça, c'est le résultat d'une modélisation, fait qu'on va mettre ça dans un fichier qu'on va appeler models, pour le fun. Mais on s'en fout complètement du nom qu'il y a, mais il me semble que ça a du bon sens. Models.py.